bonjour dans ce tout nouveau numéro de Pas d'amalgame. On se retrouve pour un sujet qui est très différent du numéro de la semaine dernière, qui était la politique. Et cette fois-ci, on va parler de l'autre passion des Israéliens, peut-être. C'est les questions de croyance, de religion et d'identité. Et le thème d'aujourd'hui, ce sont les personnes qui sont nées d'un père juif, mais d'une mère non juive. Les questions de foi, d'identité, bien entendu, l'Aliyah éventuellement, toutes ces questions-là qui sont importantes pour le peuple juif, et comment elles se présentent pour les personnes qui ont parfois un nom qui sonne très très juif et qui pourtant ne le sont pas. Donc nous avons donc deux invités, deux professionnels de la question. D'un côté, nous avons Michael Temim. Bonjour Michael. Bonjour. Et nous avons le Rav Hillel Bar Natan, qui est Rav donc au Bet Din Giour, donc des conversions à Tel Aviv. Exactement. On va commencer par toi, Michael. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, on va simplement expliquer comment on s'est rencontrés, parce qu'on travaille pas loin l'un de l'autre. Et donc, il m'a raconté un petit peu son parcours, et je lui ai demandé si ça le dérangeait de venir raconter tout cela ici. Il me dit absolument pas. Pourquoi est-ce que ça me dérangerait? Au contraire. Donc simplement, donc toi, ton père est juif, donc tu as le nom Temim. D'ailleurs, ça vient d'où? Tunisie. De Tunisie. En tout cas, moi, l'origine, c'est Tunisie. Et malgré ta grande barbe, tu n'es pas né juif parce que ta mère n'était pas juive. Exactement. Comment est-ce que toi tu as appréhendé lorsque tu as compris la situation? D'ailleurs, à quel âge tu as compris que la situation n'était entre guillemets pas claire? En fait, elle a été toujours à la fois claire et peut-être un peu ambiguë, parce que j'ai toujours vécu dans un foyer juif traditionnaliste, c'est-à-dire que toutes les fêtes, tous les grands moments de la vie juive étaient respectés. Et donc, du coup, dans ma jeunesse, on va dire, les premières années, j'ai pas senti réellement de décalage. Lorsque tu es né, au niveau justement de la Brit Mila, comment est-ce que ça s'est passé? Alors là, oui, il y a une petite anecdote, effectivement. C'est qu'au moment où je suis né, donc dans 1974, Oula. ça ne me rajeunit pas, mon père, qui est très attaché à cette tradition, parce qu'on sait très bien que la Brit Mila, c'est un des 3 moments dans la vie d'un homme juif qui est très très important, avec la bar mitzvah et le mariage. Donc il a voulu forcément circoncire son fils. Or, la loi et la Torah et les rabbinim refusent effectivement de circoncire un enfant qui n'est pas juif, puisqu'il ne peut, par définition, pas rentrer dans l'alliance d'Abraham par ce geste. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père et son caractère, donc en fait, c'est un peu acharné auprès du Rav, oui, à aller tous les matins dès le premier jour de la naissance, vraiment, pour demander, commencer à organiser ce brit. Et le Rav, alors je ne peux pas vous dire à l'époque ce monsieur encore de ce monde, mais en tout cas le Rav a refusé catégoriquement en disant effectivement que c'était impossible, que c'était pas possible, que effectivement, vu l'état des choses, on ne pouvait pas, il y a une loi, il y a des règles, il ne faut pas les outrepasser. Et donc au fil du temps, des plusieurs jours en fait qui se sont passés, il s'est avéré qu'au bout d'un moment, mon père a un peu pété les plombs. Et en fait, il a, pas violenté, mais en fait il a attrapé un peu sévèrement le rabbin, et lui dit, écoutez, il faut que vous fassiez ce brit. Maintenant, sans bracha, sans tout, trouver un moyen, vous, un autre, je ne sais pas, mais il faut que ce garçon soit circoncis, parce que si vous ne le circoncisez pas aujourd'hui, alors là, oui, vous scellez son destin comme étant non-juif. Même si, effectivement, on a la possibilité, il y a des organismes sociaux aussi qui font ça ici, même en Israël, de faire une brit mila à quelqu'un de beaucoup plus vieux. Mais en l'instant, c'est-à-dire qu'il y avait cette décision. Alors, il reconnaissait effectivement qu'il avait fait une erreur, c'est-à-dire d'avoir eu un enfant avec une non-juive, mais effectivement, en appuyant la décision de ce Rav, il scellait le destin de cet enfant à ne pas l'être du tout. Et donc, apparemment, j'ai plus de souvenance, mais ça a dû se faire comme ça. Et après, l'évolution, et j'ai vécu effectivement dans un foyer juif, j'ai toujours fréquenté, même étant encore pas converti, des écoles juives, et j'ai toujours eu une éducation, on va dire, voilà. Et effectivement, à l'âge de 10-11 ans, j'ai eu mon père, effectivement, qui est revenu vers moi et qui m'a dit, voilà, à moi et mes sœurs, j'ai 2 sœurs également qui étaient forcément dans le même cas, qui m'a dit, voilà, il faut que je vous dise quelque chose, être juif, c'est pas uniquement aller faire Pessah chez Tata un tel, ou voilà, Rosh Hashanah chez tonton machin.
ça nécessite beaucoup plus de choses et beaucoup plus d'engagement. Donc au bout d'un moment, en fait, il nous a laissé un peu choisir, si on peut. À savoir, si vous désirez effectivement, il y a un processus. Alors moi, il y avait une deadline, si on peut dire, parce qu'il y a la bar mitzvah qui approche effectivement, et donc on se doit d'être converti pour pouvoir faire sa bar mitzvah également. Et donc il nous a donné un peu de chemin, un pseudo-choix, si on peut dire. Je dis pseudo parce que pour moi, effectivement, c'était une évidence. Je côtoyais le milieu juif, je vivais juif, je mangeais juif, on va dire. Donc le judaïsme, pour moi, c'était une évidence. Je n'avais pas de raison de choisir en fait l'autre partie. Par rapport à tes camarades de classe qui étaient juifs, ou dans, je sais pas si tu es allé au Talmud Torah ou pas. Non, j'étais dans des écoles juives. Alors, dans les écoles juives, est-ce que c'était un sujet dont tu parlais ou pas, ou ça, est-ce que les gens le savaient ou pas? Alors non, je crois pas. En tout cas, mes camarades non, parce qu'encore une fois, on vivait à la mode vraiment juive. J'étais intégré totalement. Au-dessus de l'administration, c'est évident que c'est des choses qu'ils devaient savoir, voilà. Et au niveau aussi des communautés, on va dire les parents, ça, les directrices, les directeurs savaient le dossier. Bon après voilà. Mais moi non, j'ai jamais eu aucune discrimination, rien du tout à ce niveau-là, quoi. Et ta mère, elle avait souhaité faire une conversion ou c'était pas d'actualité non plus pour elle? Alors. Une histoire un peu particulière également, c'est que ma mère a entamé une conversion et elle nous a accompagnés forcément, donc, parce qu'effectivement il fallait, parce qu'il y a apparemment un moyen effectivement un peu rétroactivement quand les enfants sont petits, d'après ce que à moins de 12 ans, j'ai vu qu'il n'y a pas très longtemps, donc c'était avant 12 ans. Oui. Si la mère se convertit, d'office les enfants le font, enfin deviennent juive donc, et elle a entrepris tout ce périple en fait avec beaucoup de ferveur, beaucoup de force de caractère également, de manière très très sérieuse, et en fait voilà. Et donc nous après on a fait notre conversion, elle était aussi en process pour pouvoir effectivement faire la bar mitzvah et autres. Toi tu l'as fait à quel âge la conversion? Moi, ça a traîné un peu, parce qu'à l'époque, le Beth Din de Paris, il y avait c'est un processus, on va en parler, qui peut être effectivement long. Donc, moi, j'ai, entre 12 et quelques, voilà. Donc, mais j'ai fait ma bar mitzvah, on va dire, à l'âge de 14 ans et non pas 13, pour pouvoir être prêt, effectivement. Voilà. Et en l'occurrence, ma mère a terminé tout le processus, et donc a eu les examens et autres. Et l'étape finale, on va dire, de la conversion, c'est se tremper dans un mikvé. Et c'est une étape que je ne sais pourquoi elle n'a jamais fait. Justement, toi, dans les cas que tu rencontres au niveau du Beth Din, entre les conversions, je dirais 100%, et les conversions des personnes qui ont un des deux parents juifs, ça représente quel pourcentage entre les deux? Est-ce qu'il y a une majorité de personnes qui se convertissent avec un père juif? Alors voilà, il faut bien dire qu'en Israël, la situation est un peu différente qu'en dehors d'Israël. La plupart des gens que moi j'ai rencontrés au Beth Din, c'est moitié-moitié. C'est donc surtout le père juif, mère non juive, et c'est les enfants qui disent, bon, on va, entre guillemets, réparer la faute du père, et on va terminer le processus. Beaucoup aussi, à cause de la raison que Michael a dit, on se sent juif, on étudie dans les écoles juives, on s'est fait insulter en tant que juif et on veut maintenant. Tu t'es fait insulter en tant que juif avant la grosse? Non, sur plein d'autres choses, mais pas ça. Alors, effectivement, c'est un grand processus. Moi, j'ai vraiment le mérite d'avoir rencontré des gens pareils. Je dois dire qu'aujourd'hui, la Aliyah, surtout pour ce qui est francophone, comme elle a diminué en Israël, alors il y a moins de gens qui viennent. Et je dois aussi dire qu'envers le public russe, ou éthiopien, ou américain, ou anglais, les Français, c'est un sujet tabou. Ah oui, pourquoi? Ils n'en parlent pas. Alors, je connais différentes personnes qui ont entendu 4, 5, 6, 7 ans en Israël pour savoir qu'on peut étudier en parallèle du grand rabbinat, le Rabbanut Harashit, où là, la conversion se passe de façon très sérieuse. Mais jusqu'à là, je leur ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas demandé? Non, on ne demande pas, on ne veut pas se dévoiler. Ça, c'est ce que j'ai vu chez les francophones. C'est intéressant ce que tu dis, parce que lorsque je suis venu te voir, Michael, pour te poser la question, si tu voulais intervenir sur ce sujet-là, la première chose que je t'ai dit, je sens qu'il va dire non. Et bien sûr, il n'y avait pas de souci. Et pourquoi est-ce que j'avais ce sentiment-là, par rapport à ce que tu dis exactement, c'est qu'il y a une sorte de chape de plomb et de tabou par rapport à ces questions-là. Chez les Américains en particulier, est-ce qu'il y a moins ce tabou du fait de la prépondérance du mouvement libéral? Est-ce que ça peut avoir un lien?
possible que ça c'est une raison, mais une deuxième raison technique, c'est que l'ALIA américaine, en grande partie, elle est beaucoup plus juive que l'ALIA française. Parce que l'ALIA française, je ne connais pas exactement, je ne sais pas si quelqu'un a les vrais chiffres, mais à ce qui paraît, il y a près de 20% qui ont besoin de conversion. C'est un grand chiffre. Mais comme on a dit, ces 20%-là, tout d'abord à la Sornout, on ne leur dit pas quand ils montent en Israël, qu'il y a une possibilité de se convertir en Israël comme il faut et que ça soit bien fait. Et deux, parce que c'est un caractère, je crois, qu'ils ne veulent pas dévoiler, comme on a dit, et ils le tiennent un peu en secret. Ça, c'est un secret de famille qu'on essaie un petit peu de mettre de côté. Les personnes, est-ce que l'on parle plutôt, parce que tu as utilisé un mot intéressant, tu as mis des guillemets, mais tu l'as dit quand même, c'est une sorte de réparer. Est-ce que ces conversions spécifiques avec un père juif sont vues plutôt comme une manière de corriger quelque chose, ou c'est vu comme une conversion classique qui n'a rien de spécifique? Ou est-ce qu'il y a conscience qu'il y a un élément supplémentaire? Alors tout d'abord, d'après la halakha, c'est une conversion comme si aucun des parents était juif. La personne doit se convertir. Tout va d'après la mère. Mais d'un autre côté, il y a un terme qui s'appelle Zera Israël en hébreu, dans la halakha. Effectivement, il y a quelque chose qui est peut-être un peu plus, je dirais pas facile ni léger, mais plus connu. Au Bédine, quand il y a quelqu'un qui vient, il y a le père qui est juif, et déjà c'est un langage qui est un peu différent. Tandis qu'il y a quelqu'un qui vient sans parents juifs, on en a rencontré, il y a beaucoup plus de questions qui se posent. Pourquoi est-ce que tu veux venir? Par exemple, je me rappelle d'une femme qui est venue, elle avait déjà 45, 46 ans, et Bédine lui a posé une minute, mais qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Alors elle dit, c'était une artiste, et elle a bien réussi à New York, puis en Inde, et puis... Bédine lui a posé 1000 minutes. Peut-être ici, c'est encore un autre arrêt, une autre station, une belle culture. Et elle devait vraiment se défendre pour prouver que ça, c'est... Ici, et c'est voilà. Michael, lorsque toi, tu passais de ce statut de non-juif à juif, est-ce que pour toi, comme tu avais toujours baigné dans ce milieu-là, tu as senti une différence par rapport à toi-même déjà? Alors, quelque chose de très très personnel, effectivement. Tout le processus d'études, d'examen, pas tant que ça, parce qu'en fait, on acquiert des connaissances. Encore une fois, en étant en école juive, j'avais des cours de codège, donc c'est des choses que je commençais un peu à maîtriser en tout cas. Après, intéressant ou pas, c'est en fonction de l'âge et du professeur, bien sûr. Donc ça j'ai pas vu, voilà, je savais que j'avais un objectif, il fallait l'atteindre, un peu contraint, forcé, mais voilà, faut passer par là. Par contre, il y a une étape assez spéciale, c'est effectivement le mikvé. Alors, personnellement, cette étape-là, et c'était dans des conditions assez... Un mikvé très très simple, donc on va dire vraiment pas il n'y a pas eu de préparatif, de cérémonie ou autre, quelque chose de très simple, tu viens, tu te trempes. Personnellement, quand je me suis trempé dans ce mikvé, j'ai eu un ressenti très très spécial. On dit qu'effectivement, au moment du mikvé, l'âme juive réintègre le corps, parce que un converti, c'est ni plus ni moins qu'une âme divine qui s'est un peu écartée et qui revient. Et j'ai eu vraiment un sentiment de sérénité, j'ai eu un sentiment de plénitude. Et la seule image que je pourrais avoir, on va dire, c'est vraiment un aspect un peu fœtal, comme dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire vraiment une réintégration. C'est quelque chose, bon, je me suis trompé, et je me suis trompé à plusieurs reprises depuis, j'ai jamais ressenti cette chose-là. Et je ne pense pas que j'étais dans un âge où j'ai pu effectivement générer ce sentiment. Ça, c'est au niveau vraiment de l'acte, voilà, boum, avant, après. Voilà, ça, c'est une chose. Après, effectivement, j'étais quand même ancré dans ma génération. Donc, il y a eu les perturbations. Il y a eu effectivement un gros attachement dès le début, parce qu'effectivement, il y a un boost. On y est, ça y est, enfin. Je suis partie du club maintenant. Voilà, c'est un peu ça. Et en tout cas, même si moi, encore une fois, j'ai pas connu des regards un peu discriminants, là, on peut y aller ouvertement. Il n'y a plus rien qui nous bloque. Donc, il y a effectivement cette ferveur, cet élan. Habituellement, effectivement, si ça se passe dans ces zones-là, il y a la bar mitzvah. Donc, il y a tout cet événement-là qui fait aussi... Voilà. Et après, encore une fois, il y a les perturbations de tout jeune de cette période, alors des hauts, des bas et autres. Et c'est effectivement la deuxième étape de ma vie, l'Alia, qui m'a fait prendre conscience, effectivement, enfin, les étapes, il y a le mariage, il y a effectivement la naissance d'enfants qui nous ramène à une certaine spiritualité et toujours un rapport avec le divin. Mais vraiment, l'Alia, ça a été une consécration... un peu plus, encore un peu plus. Tu as utilisé un mot intéressant, tu disais on n'est plus bloqué. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une sorte de blocage
Comment tu pourrais définir ça? En fait, je crois que tout homme, à partir du moment où il agit, où il fait un acte dans ce monde, il faut qu'il y ait il y ait quelque chose qui en découle, en fait, une résultante. Et effectivement, quand on a connaissance de son état, par rapport à des connaissances justement et un apprentissage qu'on a de tout ce qu'est la pratique, les Torah, les mitzvot, eh ben on a beau s'imaginer les choses, tant qu'on n'est pas converti, on a beau mettre les tefilines, par exemple, je prends cette mitzvah qui incombe à l'homme, en théorie... c'est un peu comme jouer au Monopoly avec des faux billets. Voilà, ça compte pas. Voilà. Ouais, ça compte pas. Donc, il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a cet attachement à la mitzvah, à la faire de manière complète, qu'on n'a pas tant qu'on n'y est pas. Donc ça reste toujours en nous. On peut pas faire semblant. Voilà. On peut le faire, parce qu'il y a effectivement, et c'est ce que disent... nous le confirmer, mais les rabbinim, il faut effectivement, dans le processus de conversion, il faut aller dans une communauté, il faut fréquenter, il faut étudier, il faut pratiquer comme si effectivement c'était déjà là, pour déjà voir comment on est avec tout ça, mais en réalité ça vaut rien. Par rapport à tes camarades de classe, au moment où tu fais la conversion, est-ce qu'ils apprennent à ce moment-là que tu n'étais pas juif? Est-ce qu'il y a eu un regard qui a changé juste à ce moment-là, on se dit on ne le savait pas ou ils le savaient? Non, c'est pas quelque chose qu'on a forcément qu'on dévoile forcément. Hein. Les amis les plus proches et les plus sincères, oui, sont dans la confidence, comme beaucoup de dossiers qu'on peut être amené à confier à un ami proche et sincère. Donc c'est pas quelque chose qu'on crie forcément sur tous les toits, et ça se fait aussi de manière très très confidentielle. Donc au bout d'un moment, non, c'est pas quelque chose que j'ai évoqué ou autre. Et comme tu as fait ta bar mitzvah, entre guillemets, avec un an de retard, est-ce qu'il n'y a pas eu des questions disant, tiens, pourquoi est-ce qu'il le fait à 14 non pas à 13? Est-ce que parmi les... J'étais jeune, mais peut-être on a dû dire que la salle n'était pas disponible, ce genre de choses, ou voilà, ça s'est pas fait. Après, les invités, c'est la famille, donc la famille le savent. Ouais. Donc là, au bout d'un moment, on est tellement joyeux pour l'événement que c'est pas. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, j'en dis souvent, mais je pense que de toute manière, à l'âge de 13 ans, on est automatiquement bar mitzvah, que l'on fasse une fête ou pas. C'est-à-dire que c'est l'âge qui compte, puisque le fait de monter à la Torah, c'est cela ou pas? Ouais, les dernières années, les fêtes, c'est surtout les salles qui en font de l'argent, mais c'est pas la fête qui compte. C'est naturellement le jour de la naissance, les tefilines, la grande mitzvah des tefilines, monter à la Torah, même si c'est une coutume, mais c'est important. Mais je veux encore, je suis très d'accord avec Michael. Tout ce processus de conversion, il oblige naturellement une grande préparation, parce que ils ont fait. Moi, j'ai enseigné à Ami, c'est la plus grande école en Israël, qui travaille de façon très sérieuse avec le grand rabbinat. Et ils ont fait une statistique. Il y a une moyenne de 9 ans avant que la personne vienne et toque à la porte pour commencer un processus de conversion. Et quand on leur donne, il y en a qui attendent 15 ans ou 20 ans. Sur les personnes qui sont que de pères juifs, c'est ça? Ou généralement? Surtout, oui. Et généralement, il y en a très peu. Les gens qui viennent de nulle part, si on veut, déjà c'est compliqué pour eux de faire la LIA. Donc. Voilà. Et on leur demande pourquoi vous attendez tellement longtemps. Ils disent tout d'abord, il y a, comme Michael a raconté, le fait de savoir. Je ne savais pas. Il y en a beaucoup qui croient qu'ils sont juifs. Et d'un autre côté, faire l'acte, passer vraiment à la pratique, c'est un autre monde. C'est vraiment se mettre dans un programme et commencer une communauté, les mitzvot, c'est vraiment une métamorphose. Si je puis dire, c'est quand même un parcours obligatoire pour vraiment prendre conscience de la chose. J'ai dans mes relations des gens qui sont en cours de conversion et effectivement, ce qu'ils me disent, eux, c'est que en fait, parce que effectivement, passé un certain âge, la vie reprend, on travaille, on a une famille, donc on a beaucoup moins aussi la tête et de temps à s'investir dans ce projet. Et en réalité, on se rend compte que ça ne gêne pas tant que ça finalement. Hein. On peut très bien vivre à la juive, si on peut dire. On est, la famille le savent, ceux qui ne le savent pas, peu importe, mais en tout cas, on peut très bien se marier et avancer, parce que quelqu'un, moi je parle d'un garçon, se marie avec une femme juive, un enfant, il est juif, donc on va dire, il n'y a pas une grande... Ça ne serait pas trop grave dans son cas. Voilà, on va dire que ça va. Et puis, il y a, donc c'est ce que me partageait cette personne-là, c'est qu'au bout d'un moment, il y a aussi, on parle de quelque chose quand même de divin, c'est-à-dire que c'est comme un décret divin, c'est-à-dire que c'est une acceptation d'appartenir à un peuple de Dieu, mais qui est régi par des hommes. C'est-à-dire que c'est l'homme, le rabbin, le rav, aussi grand et sage soit-il, qui va donner cette approbation. Voilà. Donc ça, il y a un petit problème avec ça, en fait. Les gens, on n'a pas, nous, le mérite de pouvoir parler à Dieu directement et lui demander, mais c'est vrai qu'il y en a qui se disent, voilà, moi je suis juif, je le sens, ils ont effectivement un sentiment,
Mais en réalité, moi je fais toujours une allégorie comme ça, je dis écoute, t'as beau savoir pour essayer de les inciter à aller au bout du processus, même si encore une fois, on va en parler, il y a des embûches, c'est pas évident, c'est pas facile, ça peut être très décourageant, encore une fois, et très frustrant même. Mais pour aller au bout, je dis voilà, c'est comme si tu sais très très bien conduire, tu peux conduire une Ferrari, mais tu n'as pas le permis. Donc au bout d'un moment, tu ne peux pas te permettre de prendre une voiture et d'aller dans la circulation, te balader, ça marchera pas. Tu vas forcément avoir un truc. Et effectivement, celui qui va te mettre le PV, c'est pas Dieu, c'est un homme. Donc au bout d'un moment, il faut se plier à ça et accepter les choses, avancer, se donner un objectif, dire voilà, ça prend tant de temps effectivement. Commencer effectivement à prier Dieu pour que le processus se passe bien, parce qu'au bout d'un moment, le début, l'étude et la prière, c'est les premiers pas qu'on va faire avec ça. Et effectivement, le fait de rentrer vraiment dans le sujet, on va comprendre pourquoi, effectivement, on est obligé de passer par là et que c'est pas qu'une conversion de cœur. C'est une image qui me parle beaucoup, c'est du permis, parce que je ne l'ai pas encore, donc je comprends parfaitement. Tu as évoqué un point qui est intéressant, ce sont les personnes qui pensaient être juives et qui, sans doute, j'imagine, lorsqu'il faut se marier et qu'il faut avoir tous les documents, apprennent qu'elles ne le sont pas. Tout à fait. Comment ça se passe dans ce genre de cas? Par exemple, en Israël, quand on veut se marier, il faut arriver à la rabbanout. Okay, dans chaque ville, il y a les bureaux de la rabbanout. Et à la rabbanout, il y a quelque chose qui s'appelle Racham Nisouin, celui qui inscrit les personnes. Et c'est pas seulement une inscription technique. Si vous faites quelqu'un ça peut être même le rabbin de la ville. D'habitude, c'est pas lui parce qu'il est trop occupé, mais c'est quelqu'un qui a une grande connaissance. Et en moins d'une demi-minute, ces gens-là peuvent savoir d'après le nom, d'après les données historiques, s'il y a ici un cas de doute. Pas directement, il peut savoir, c'est pas un prophète, mais il peut dire à la femme ou à l'homme, écoute, toi tu dois encore aller vérifier ça et ça, ou tu dois m'emmener une confirmation du pays d'où tu viens, parce que j'ai besoin de ça. Il va pas lui dire j'ai un doute de ta judaïcité, mais il va dire on a besoin de ça. Comment ça se passe lorsque ce sont des personnes qui viennent de pays arabes, où il n'y a plus forcément énormément de documents? Comment ça se passe? Alors voilà, on a eu une fille du Maroc, qui a vécu en France longtemps, et on lui a demandé, emmenez-nous les documents de France, aucun problème si vous dites que vous êtes juive. Alors elle a dit non, le tout se trouve là où je suis né, au Maroc. Et là elle a dit, bon, c'est un peu plus difficile au Maroc, ils n'ont pas tout sur ordinateur, ou je sais pas, alors... mais en fin de compte c'était pas le cas, et elle devait passer une conversion. Il y a beaucoup de gens qui essayent de se convaincre comme quoi c'est le grand-père qui était juif, ou faites-moi aussi, etc. Mais des négociations un petit peu. Voilà, ils essayent, mais il n'y a rien à faire. La conversion, c'est quelque chose de très sérieux. Et le tout commence avec ce que Michael a dit aussi. C'est une nouvelle âme qui rentre dans l'homme, et l'homme, la femme. Et ça, c'est pas gratuit. C'est un processus le processus à propos, il est gratuit. Il ne peut pas être payant. Mais puisqu'il y en a beaucoup qui essayent de le faire payant et de gagner là-dessus, mais pas du tout. Mais puisque c'est quelque chose de très profond, même quand il se passe, on a eu des personnes qui ont 70 et 80 ans qui sont venues, il y a quelque chose qui se renouvelle là-bas, c'est incroyable. Sur les personnes qui apprennent qu'il y a un doute, est-ce qu'il y a un moment de colère chez eux? Est-ce qu'il y a un sentiment d'injustice? Et comment est-ce que, à la rabbanout, vous gérez ces personnes-là? J'ai presque l'aspect psychologique de ce côté-là. Alors, tout d'abord, je remercie chacun que je ne travaille pas au Beddin. Je ne suis pas un dayan, je n'ai pas à ce niveau. Je travaille dans une école qui est liée à la rabbanout. En fait, la grande colère se passe à la rabbanout envers les dayanim. Mais les dayanim, je crois qu'ils sont faits de quelque chose d'autre, et ils ont l'habitude, parce que j'ai vu là-bas des cas qui sont vraiment... parce qu'il y a le moment, en fait, il y a 3 étapes. Une fois que quelqu'un commence, il ouvre son dossier à la rabbanout, Beddin les Giour. La première étape, elle est plutôt technique, emmener les données, etc. Et la deuxième étape, environ 6 ou 8 mois plus tard, après qu'ils ont déjà commencé à étudier, et là, le Beddin veut voir où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu fais, comment tu avances. Et puis, à la troisième étape. La troisième étape, d'habitude entre 12 et 14 mois, mais ça peut durer plus si le prof, en tant que prof, je le connais, il donne pas de lettres, ou bien il croit, écoute, tu dois encore un peu avancer, et je vois que tu dois encore un peu étudier. Et là, les gens arrivent de temps en temps trop tôt, ils sont pas prêts, et là ça peut mener vers des gens qui sont très fâchés envers les dayanim, parce que les dayanim ne disent jamais non pour jamais, ils disent tu reviens dans 3 mois, dans 6 mois, même dans 1 an.
Donc il laisse toujours C'est l'option. parfois presque pire psychologiquement de s'entendre dire ça. C'est pour ça qu'on les prépare bien avant et on leur dit écoutez, c'est pas un test où tu réussis ou tu réussis pas. C'est un processus et au fait, le Beddin, la troisième étape, c'est que le début. C'est là que tu reçois une nouvelle vie, c'est là que tu vas commencer quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y a des processus qui se font quasiment avec toute la famille, c'est-à-dire il y a donc un mari qui est juif, une femme qui avait le père juif mais pas la mère, ils ont déjà des enfants, c'est une sorte de package de conversion. Comment ça se passe dans ce genre de conditions? Alors là, la rabbanoute, elle est très claire. Si les enfants sont tout petits, jusqu'à l'âge de, disons, 3-4 ans, oui. alors là, ça peut être un package, mais c'est à une condition, que la famille du début du processus sont dans une communauté, pratiquent les mitzvot, il y a des témoins sur chaque chose, et alors là, en fin de compte, quand la mère va faire la conversion, alors les enfants peuvent venir et tremper avec elle. Une fois que les enfants sont déjà plus âgés, il faut attendre jusqu'à la bar mitzvah, c'est déjà un processus plus compliqué, mais ça arrive qu'il y a des familles entières qui viennent. Et comment est-ce que vous gérez? Je sais qu'il y a certains mikvés qui sont très intéressants. Je crois d'ailleurs que il faudrait que je retrouve son nom, qui avait organisé dans les mikvés pour les enfants. Il y a des boissons, il y a des jouets, des choses qui se mettent en place pour. Je l'ai vu à Hod HaSharon. Hod HaSharon, effectivement, il y a un grand mikvé. Je sais que là-bas, il y a les choupot, il y a les mariages qui se font directement après. Et là, effectivement, c'est une grande fête. Dans le mikvé, c'est un mikvé caché. Oui, à l'intérieur, juste. Je crois pas qu'il y a. Dans la salle d'attente, je parle. Ah ouais, c'est possible. Ouais. Petite question, je dirais un peu plus technique et peut-être un peu plus intime. Est-ce que tu as dû refaire une brite? Oui, alors j'ai plus le terme à l'époque, mais effectivement, étant circoncis, il a fallu avoir un processus où, devant deux témoins, avec une petite aiguille sur l'extrémité donc du gland qui est le brit, en fait le rat fait couler une goutte de sang et témoigne effectivement, voilà. Et là il y a un épisode aussi assez intéressant, c'est que au moment où on a passé cette période, cette étape là, j'étais avec ma mère, donc tout jeune. Et effectivement, et donc encore une fois, je peux pas vous dire devant qui j'étais effectivement. Et le Rav en fait a posé des questions à ma mère, qui m'avait amené pour faire ça, sans trop savoir ce que c'était. Et il lui a dit, Madame, bonjour, machin, très bien. Et il lui dit, déjà une question, est-ce que vous êtes venue en voiture? Ma mère dit oui, bien sûr. Il dit, alors, ok, très bien. Donc, parce qu'on va procéder à une opération sur Michael. Alors, et sachez qu'il va être invalide pendant 15 jours, 3 semaines. Vous inquiétez pas, on a les certificats médicaux pour l'école. Il n'y a aucun problème, mais il va avoir un peu de mal pour marcher. Ça va être assez douloureux. Donc, si vous êtes venu en transport, on reporte le rendez-vous. Bon. Ma mère, comme toute mère juive en devenir, était un peu machin, mais elle dit non, tout va bien et tout ça. Très bien, très bien. Moi, je commençais un peu à me dire, bon, ok, très bien, on continue, on a confiance, on va dire. Et effectivement, et donc comme ça, des choses un peu lourdes quand même, un peu difficiles. Et après, il a dit, voilà, il a demandé effectivement à ma mère de sortir. Et il m'a expliqué, il m'a dit, t'inquiète pas, il va rien se passer. En tout cas, de tout ça. Mais c'est une ultime, on va dire, dernière étape. Et il m'a dit, tu ne sais pas le nombre de parents qui, à cette étape-là, disent, mais vous êtes des fous, enlevez-moi, mon fils, touchez pas, voilà, tout ça. Donc ça veut dire que, au bout d'un moment, quand on entame un processus, il faut y aller à 100%, il faut être confiant à 100%. Donc évidemment, il n'y a rien qui m'est arrivé. Effectivement, il y a eu ce petit processus qui a été fait, et puis on fait rentrer deux témoins, et puis c'est très bien passé. Souvent, dans les cas de pères juifs et de mères non juives, on se rend compte que la mère non juive, justement, elle devient parfois très mère juive. Est-ce que, avec ta mère, c'est également le cas? Une mère, c'est une mère, hein, attention. Hein. C'est pour ça que même, petite parenthèse, quand tout à l'heure on parlait de la notion de réparer l'erreur. C'est assez délicat comme non, terme. il faut bien faire le distinguo. Moi, c'est une discussion que j'ai eue effectivement avec mon père. Il y a des faits. Effectivement, un juif doit se marier avec une juive. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, mes grands-parents ou ma grand-mère, quand ils sont venus tous effectivement de Tunisie, on dit c'est Paris, dans les années 50, 60, faites ce que vous voulez, sauf ne me ramenez pas de non-juifs. Et sur X frères, on a 90% effectivement qu'on fait la chose, mais bon voilà. Donc voilà, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut détacher le sentiment des faits. Aujourd'hui, oui, mon père s'est marié, même pas vraiment finalement, a eu des enfants avec une femme qui n'était non juive. Donc en réalité, c'est quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Maintenant, la chose étant,
Ça n'enlève pas pour moi l'amour que je peux avoir pour une mère et pour ma mère, indépendamment de ce qu'elle soit ou de ce qu'elle sera ou de ce qu'elle a été. Différentes. Ah oui, il faut vraiment dire... Non, parce que c'est pas évident de dire... on a fait une erreur, pas d'erreur. Est-ce que c'est une erreur? Alors ça veut dire que c'est une erreur, on aurait aimé que ce soit pas ça. Et tu serais pas là. Et je serais pas là, ou je serais peut-être différent ou autre. Donc non, ça, Dieu décide de tout dans ce monde, et du coup, le chemin, il est comme ça. Mais en aucun cas, faut pas que ça devienne effectivement un exemple. C'est-à-dire que moi, au bout d'un moment, quand j'ai un devoir maintenant de transmission auprès de mes enfants, quand ils me disent, parce qu'au bout d'un moment, j'explique ces choses-là. Effectivement, papy n'aurait pas dû se marier avec mamie. Maintenant, en l'occurrence, c'est ça. Mais sachez que nous, on est censé se marier avec des juifs, et voilà, ne serait-ce que pour la pérennité du peuple, puisqu'on parle de ça. Hein, l'assimilation, c'est ça. Est-ce que, tu parlais de tes sœurs, est-ce qu'ils ont fait également le même processus? Oui. Alors pour elles, oui, et d'ailleurs, c'était beaucoup plus compliqué, semble-t-il. Pas parce qu'elles avaient moins forcément de connaissances ou autre. Est-ce que c'est parce qu'il y a le statut du juif qui passe par la femme? Évidemment, parce qu'elle transmet, effectivement, je pense qu'en tout cas à l'époque, c'était quelque chose d'un peu plus dur. Ils ont mis combien de temps de plus par rapport à toi? Ça doit être... au moins, ça a dû se faire sur 2 ans à peu près, et elle, il y en a une, je crois, c'est 5 et l'autre 7, quelque chose comme ça. Ok. Voilà. Justement, le fait pour les femmes, c'est plus compliqué, c'est justement lié à ce fait que c'est elles qui vont transmettre cette identité? Tout à fait. Et là, je dois quand même dire que on a rencontré des gens qui sont venus de France, d'autres pays aussi, mais ce que moi j'ai vu, c'est de France. Et je leur demande, ok, pourquoi vous venez ici? Et s'ils ont voulu ou pas, ou s'ils ont fait attention ou pas, ils m'ont dit, parce que c'est plus court. Et là, on a un problème. Parce que c'est vrai que je sais qu'au Beit-Din de Paris, c'est long. Il y en a qui m'ont raconté que ça a duré même 8 ans ou 10 ans. Les gens n'ont pas la force pour ça, mais le grand rabbinat en Israël, il le fait en plus court terme, mais c'est pas parce que c'est plus court qu'on va faire un processus de conversion. On va le faire tout d'abord parce que c'est une vérité pour toi, et c'est aussi un sujet qu'il faut dire. C'est pas la conversion, c'est pas en tas. Donc chaque personne doit vérifier avec soi-même, est-ce que ça me convient, est-ce que c'est une vérité pour moi. Et à propos, dans les classes de 20 personnes, en moyenne, on a eu entre 7 et 10 personnes qui laissent tomber, qui lâchent à la fin d'un an, qui n'arrivent pas à tenir, parce que c'est un processus, comme Michael l'a dit aussi, il y a des moments qui sont très difficiles. Parce que je crois que cette âme qui arrive au moment du mikvé, elle commence déjà à demander de devenir très sérieux avant, si on veut. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à tenir ça, parce qu'il y a le côté donc pratique des mitzvot, mais c'est beaucoup plus que ça. En fin de compte, c'est changer tout à fait d'un côté à l'autre. Je vais raconter une petite anecdote. Il y a une association en Israël qui s'appelle AMI, avec le Rav David Ben Nissan, qui est un type exceptionnel, qui aide énormément de familles. Et il me racontait ce cas d'une jeune fille dont le père était juif, mais la mère qui n'était pas juive, et elle avait été élevée quasiment par sa grand-mère paternelle, et elle connaissait absolument toutes les fêtes, toutes les mitzvot, tous les commandements, etc. Et au moment de faire le processus de conversion, c'est simplement pour dire que c'est vraiment du cas par cas. Comme ils connaissaient déjà tout, ils lui ont dit, on voit que tu connais tout, tu peux directement passer. Donc à l'examen. Elle dit non, c'est pas possible, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, etc. Elle a fait 10 jours de cours. Ils ont vu que vraiment elle était plus que prête parce qu'elle était totalement élevée dedans. Ils lui ont fait passer l'examen et elle avait eu 2 heures de cours et il disait voilà, elle a eu sa conversion entre guillemets en 2 heures, mais parce que dès le début, il savait qu'elle était prête pour ça, qu'elle avait été élevée dedans dès le début. Donc c'est pour dire que aussi ça peut être très très long, aussi ça peut être très court, ça dépend. C'est exceptionnel, c'est une histoire. Oui, c'est exceptionnel. C'est simplement, c'est un peu caricatural, mais c'est pour dire qu'il y a vraiment du cas par cas. Effectivement, son apprentissage un peu au préalable. Exactement. Avant. Mais voilà, je vais juste citer une histoire aussi que ma sœur, parce qu'effectivement des histoires quand on est dans le process, on en entend, qui m'avait raconté qu'une jeune fille aussi qui sentait se convertir, qui était déjà à la 4e année, donc c'est quand même quelque chose de sérieux. Et dans les nombreux questionnaires un peu mis à l'épreuve que les rabbinim leur infligent, il lui avait posé une question comme ça en disant voilà, on est bientôt fini, on a terminé, la seule chose qu'il vous reste à faire c'est de signer ce papier, parce que sur ce papier, alors c'était une jeune fille qui était ni de mère ni de père juif, en signant ce papier vous reniez vos parents
Et donc, voilà. Donc là, du coup, évidemment, vous ne pouvez plus les visiter. Évidemment, vous ne pouvez plus manger chez eux. Évidemment, toute la règle de cache, mais voilà, audiotaire. Et voilà, donc signez là, et c'est la dernière étape. Et après, on va vous prévoir votre mikvé. Et puis la jeune fille, un peu embarrassée, mais bon, après tout, si c'est ce qu'il faut faire, elle a effectivement signé ce papier. Et le Rav de Montréal, effectivement, a déchiré la feuille et lui dit, écoutez, c'est quoi, on va reprendre depuis le début, parce que si vous en arrivez à la conclusion que la religion va vous faire renier, la religion juive, très respectueuse des parents, c'est un des 10 commandements, le kavod des parents, peut être amené à vous faire renier carrément vos parents, c'est qu'en fait, il manque encore beaucoup de connaissances. Malgré les 4 ans qu'elle avait étudié, elle n'y était pas du tout, elle n'était pas prête du tout. C'est vraiment du cas par cas. Merci beaucoup d'avoir participé à... C'était pas un débat, c'était vraiment en plus un échange sur ce sujet. Vu qu'on est dans cet échange-là, on va accueillir... par la pensée, une de mes amies qui a eu sa conversion il n'y a pas très longtemps, donc son nom est Sarah Nitzevet. Qui a fini Et qui a fini, elle a fait le mikvé, donc tout est... Et le prénom Nitzevet, c'est le prénom de la mère de David. Exactement. Je vous dis à très bientôt, merci de nous avoir suivis, et à la prochaine fois. Pas d'amalgame, l'émission où l'on est d'accord pour ne pas être d'accord.